Bonjour, bienvenue à cette nouvelle émission de Tour de table. Aujourd'hui, je suis très satisfait des invités que j'ai. Je pense que ça va être une émission très intéressante. Vous voyez au fil des émissions que Tour de table est un échange et on amène des thématiques qui sont pour moi très intéressantes puis qui permettent de vous conscientiser sur certaines choses. Donc aujourd'hui, nous allons parler de dépendance. Et on va aborder un sujet aussi sur la réduction des méfaits, mais sur la réalité de cette problématique que vit la population, puis qu'on ne peut pas faire l'autruche par rapport à ça non plus, mais on peut en parler puis en prendre conscience. Et justement, là, j'ai des intervenants autour de moi. Donc, je vais commencer par toi, donc, te présenter. Oui, donc Raphaël Humblot, je suis coordonnateur clinique au centre Don Rémy des Appalaches. Dans le fond, au centre Don Rémy, notre mission première, c'est de la réinsertion avec la problématique de dépendance, mais on aide aussi toute personne démunie à travers différents services qu'on va présenter à travers la discussion, là. Mais c'est ça, donc là, moi, je suis surtout au service d'aide aux intervenants pour le programme de réinsertion sociale à l'hébergement, au suivi à domicile aussi. Donc, on aide à travers différents besoins, logement, travail, les loisirs, d'autres démarches importantes, les impôts, etc. Donc, on accompagne vraiment les personnes qui, bien souvent, ont tout perdu à cause de la problématique de dépendance. Puis, on travaille surtout en partenariat avec les autres ressources et organismes de la région pour aider les personnes justement à développer le plus possible leur autonomie et s'épanouir à travers notre société et à travers la communauté. Trouver leur place. En fait. Exactement. Donc, c'est ça ce qu'on fait au Centre Don Rémy. Merci beaucoup. À ton tour. Oui, moi, je m'appelle Catherine Laroche. Je suis intervenante au Centre Don Rémy aussi au niveau là, du service de réduction des méfaits et aussi en prévention en milieu scolaire adulte. Donc, le Centre de formation professionnelle, l'éducation des adultes, le cégep aussi. Donc, moi, je travaille vraiment avec la clientèle qui est adulte au niveau soit de la prévention en dépendance ou avec les gens qui ont déjà une problématique de dépendance mais qui veulent justement être accompagnés là, dans leurs problématiques. Là. Ah, super, super. Ah oui? Moi, mon nom est Andréane Roy, je suis directrice clinique au Manoir Elmer. En fait, qu'est-ce que c'est le Manoir Elmer? C'est un centre de traitement des dépendances. Ce qu'on offre, dans le fond, c'est une thérapie de 6 mois pour des personnes alcooliques toxicomanes. On a une proportion quand même élevée de gens judiciarisés, donc qui sortent de la détention. On a une capacité de 72 résidents, donc c'est quand même quelque chose... Quand même important. Oui, tout à fait. Nous, on travaille pas avec la réduction des méfaits, toutefois, puisque dans un contexte thérapeutique, c'est plutôt rare. Par contre, là, comme on en discutait un peu tantôt, c'est quand même une avenue qui peut être intéressante dans certains cas, mais moins dans le nôtre, peut-être. Je comprends. Tout à fait. Merci beaucoup. À ton tour. Alors, bonjour, je m'appelle Patrick No, je suis intervenant au réseau d'entraide des Appalaches, travailleur de rue. Donc, moi, mon métier, ça se trouve à aller vers le monde qui ne viendront pas vers nous, vers les organismes. Et après ça, je fais des références aux bonnes places. Fait que ça peut être autant au Don Rémy, au Lac-Almer, ça peut être partout. Je fais de l'accompagnement, on a des logements supervisés. Fait qu'on a des dépannages alimentaires, on a une friperie, on a quand même beaucoup d'options, mais on collabore avec tous les autres organismes, c'est surtout ça notre but là, principal. Là. Bah oui, parce que derrière tout ça, comme on l'a nommé un peu tout à l'heure, c'est l'humain qui est au milieu de ça. Et comment nous, le but, c'est pas de se tirer la couverture par rapport à des organismes, c'est pas le but, hein, on n'est pas là-dedans. Et que je trouve aussi qu'il y a une meilleure collaboration de plus en plus. Hein. Mais pour en venir un petit peu à la dépendance, c'est quoi la réalité actuellement de la région par rapport à la dépendance? Qui est prêt à commencer? Nous, ici, à Thetford, à travers les services qu'on offre au Centre Don Rémy, ce qu'on voit, c'est que avec les différentes problématiques qui sont sorties à travers la pandémie, l'inflation, le manque de logement, la difficulté d'avoir un logement, même avant la pandémie, Thetford était quand même une ville qui offrait beaucoup de possibilités de logements accessibles. Puis on a vu que la tendance s'est inversée. Donc, malheureusement, c'est pas un facteur qui
facilite l'accès à des services en dépendance. Au contraire, la pénurie et l'inflation aggravent, si on peut dire. Ça rend encore plus difficile les gens qui veulent s'en sortir au niveau de la dépendance. Donc nous, ce qu'on voit, c'est ça, c'est qu'il y a de plus en plus de situations d'itinérance, qui est symptomatique aussi en lien avec la dépendance. Donc on a tenté d'offrir plus de services accessibles, notamment avec la réduction des méfaits. On a aussi, depuis janvier 2023, développé un nouveau service d'accueil inconditionnel dans le but d'offrir des services vraiment plus accessibles. Une infirmière du CLSC se déplace en santé sexuelle, une infirmière du CRD se déplace aussi dans nos locaux pour offrir des suivis à des personnes qui ont des troubles d'usage aux opioïdes. On a plusieurs autres services, un parc informatique, une intervenante sur place pour aider à des démarches ponctuelles. Des fois, les gens ne veulent pas nécessairement un hébergement, ils ne veulent pas nécessairement un suivi, mais ils ont une problématique là, aujourd'hui. Donc, nous, avec l'accueil inconditionnel, ce qu'on voulait offrir, c'est ça, c'est avoir un service accessible, avoir aussi un endroit où les partenaires pouvaient se déplacer pour les personnes qui avaient plus de difficultés à aller chercher de l'aide. Donc, bien souvent, les Alteragir, on a un groupe de discussion justement pour les personnes qui ont les hommes qui ont une problématique de gestion d'émotions. Donc, c'est ça. On voit que après la pandémie, il y a eu de plus en plus de difficultés. La dépendance, elle n'a pas disparu. Au contraire, les gens ont de plus en plus de problématiques, effectivement. Donc, on essaye d'offrir des services qui sont plus adaptés, puis plus accessibles surtout. C'est ça, ok, je comprends. Puis, Catherine, ça serait quoi exactement l'impact que la pandémie a eu en lien avec votre maison de thérapie? En fait, nous, ce qu'on remarque, c'est vraiment au niveau de la santé mentale que c'est plus exigeant. Les gens qui demandent de l'aide ont souvent plusieurs diagnostics en santé mentale, ce qui augmente grandement le niveau de difficulté et à entrer en thérapie, mais aussi à s'en sortir en bout de ligne. Puis, tu sais, justement, dû à la pandémie, ils ont été laissés à eux-mêmes souvent. Puis, tu sais, volet aussi itinérance, c'est certain que lorsqu'ils appellent, ils veulent de l'aide tout de suite. Ce qui, pour plein de raisons, est plus difficile. Ouais. Donc, ça, on remarque ça, là. OK. Ouais. C'est fou. Puis, toi, Patrick, dans la rue, parce que toi, t'es dans la rue, t'es avec les jeunes, tu les côtoies, tu vois toutes ces problématiques-là, tu sais, en fait. Et quelle est la proportion que tu pourrais nous donner par rapport à l'impact que ça a, le post-pandémique? Post-pandémie, c'est pas compliqué, ça a rendu justement la santé mentale, comme on disait, beaucoup plus présente encore, beaucoup plus forte. La consommation, veut pas, tout ce qui est drogue, la qualité a diminué. Fait que veut pas, par défaut, le monde se ramassé avec des bad trips, comme on pourrait dire. Là. Des psychoses, effectivement. Fait que honnêtement, c'est le genre de choses qu'on voit assez régulièrement dans la rue là, de Saint-Cy. Là. On pense souvent des fois que la Thetford, la drogue qu'on va avoir, ça va être du pot ou du speed, mais on en retrouve de tout à Thetford. Et c'est ça qui est assez inquiétant, je pense, à dire là, qu'on en retrouve de tout ici. Là. Puis tu le vois aussi, toi, Catherine, en lien avec la réduction des méfaits, quand tu te balades avec ta camionnette? Oui, exactement. C'est sûr que le service de réduction des méfaits est encore nouveau. Il nous reste encore beaucoup de développement à faire au niveau de ce service-là. Par contre, ce que je peux observer déjà en ayant été dans les milieux festifs cet été, c'est que la consommation est beaucoup présente, mais aussi est beaucoup moins cachée. On va voir les gens consommer, ça va être présent. Oui, il va y avoir encore de la consommation qui va être cachée. Par contre, tu sais, les gens, là, on voit qu'il va y avoir des gens en état de consommation souvent, que ça sera justement, comme Patrick disait, pas nécessairement seulement le cannabis ou l'alcool. On va être vraiment dans d'autres substances psychoactives. Oui, le nombre de psychoses et de problèmes de santé mentale dus à la consommation va avoir augmenté. Je dirais aussi pour être dans les milieux scolaires au niveau adulte, on voit certaines problématiques aussi de dépendance là, qui ressortent beaucoup. Là. Peut-être qu'avant, c'était un petit peu plus caché, mais j'ai beaucoup de suivi individuel avec des élèves qui ont des problématiques de dépendance. On voit que c'est un gros enjeu là, souvent sur leur parcours scolaire, soit avant leur parcours scolaire ou maintenant aussi pendant leur parcours scolaire. Là. Donc oui, on voit vraiment que la consommation là, post-pandémique là, a été accentuée dans, je dirais, toutes les sphères de la vie des personnes. Et puis c'est ça, parce que vous dites les quatre la même chose, hein,
problématiques de santé mentale liées à ça. C'est sûr qu'on voit beaucoup, il y a l'anxiété généralisée, le stress, la dépression. C'est sûr qu'après, il y a tout ce qui va être en lien avec les psychoses, avec la schizophrénie, ces choses-là provoquées par la surconsommation, parce que c'est sûr que des jeunes ou des personnes face à des événements comme la pandémie, ce que ça a amené, perte d'un emploi, beaucoup de choses ont changé. Donc c'est sûr qu'on le voit là, qu'on est au début de l'iceberg, hein, de le retour, parce que autant dans ma clientèle que dans la vôtre, hein, vous le voyez, hein, c'est sûr qu'en dépendance, il y en a toujours eu, mais là on voit l'évolution avec les problèmes de santé mentale. Parce que justement, tu parlais justement d'une drogue de mauvaise qualité. Donc cette drogue de mauvaise qualité a des impacts. Puis on n'a pas encore de recul par rapport à ça, mais ça reste que c'est une réalité. Puis faut faire de quoi. Donc vous êtes sur le terrain. Donc le but de l'émission aussi, c'est de faire ressortir ça pour faire prendre des consciences aussi de l'importance d'arrêter de faire de réparer, mais plutôt de faire de la prévention, de travailler sur la prévention, de prévenir. Puis il y a beaucoup de choses qu'on a coupées dans la prévention mais là on en paye le prix, puis on va le payer très cher ce prix-là, la société en tout cas. Donc quel côté en santé mentale vous voyez le plus ressortir? J'ai parlé d'anxiété, j'ai parlé un petit peu de schizophrénie, mais c'est quoi dans vos organismes, dans votre travail, vous voyez le plus de problématiques TPL, borderline ou c'est qui va être exacerbé par la consommation? L'anxiété, c'est de plus en plus présent des personnes qui ont des troubles anxieux généralisés. Les personnes, ce qu'on voit, c'est que la difficulté de gestion d'émotions se fait de plus en plus ressortir. Les gens ont de la difficulté à gérer leurs émotions, puis comme on le dit, et la recherche le montre, la dépendance, la surconsommation est symptomatique d'autres problématiques. Ouais. Donc c'est important aussi en dépendance d'aller chercher qu'est-ce qui emmène la personne à consommer, parce que personne veut consommer à perdre son emploi, personne veut consommer à se séparer de sa famille, personne ne veut consommer à se retrouver dans la rue. C'est une manière d'essayer de répondre à un besoin, une manière inadéquate, mais c'est une tentative de répondre à un besoin. Ouais. Donc nous, en tant qu'intervenants en dépendance, ce qu'on essaye, c'est de faire comprendre à la personne qu'il y a une problématique. La problématique, c'est pas la consommation. La problématique, c'est la raison de la consommation, surtout la raison de la surconsommation. Ouais. Donc, c'est sûr, il y a des recherches par rapport aux bonnes pratiques. Ce qu'on essaye avec les personnes, c'est de les faire comprendre que on peut pas construire la maison à partir du toit. Faut partir avec les besoins de base. C'est sûr qu'il y a des gens qui ne sont pas nécessairement prêts à travailler les raisons qui consomment parce que c'est trop souffrant ou l'accès cognitif, l'accès émotionnel est pas encore disponible. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de semer toujours des petites graines pour que la personne soit au courant de tous les services et ressources disponibles dans la région. C'est ça. À la personne, mais aussi à la famille. C'est important d'essayer le plus possible d'outiller les familles. Le CRD a un programme, le Centre de réadaptation. Ouais, en dépendance. Exactement. En Chaudière-Appalaches a un beau programme d'aide aux familles. En santé mentale, on a la croisée aussi. Donc, c'est sûr qu'on essaye de travailler les deux problématiques pour vraiment aider la personne. Ouais. Mais ce qu'on essaye, c'est d'avoir une vision vraiment systémique de la problématique, pas juste travailler la dépendance, parce que... Tu vas rien travailler. Ouais, exactement. Donc, et c'est ça un petit peu... moi qui ressortais derrière tout ça, c'est parce que maintenant on le voit, puis tu en as parlé tout à l'heure, l'itinérance. Toi tu le vois, c'est une réalité que certaines personnes ne veulent pas voir ou qu'on voit, parce qu'on les voit pas forcément, ces personnes qui sont itinérantes, mais c'est une réalité. Puis il faut en prendre conscience, parce que la personne qui est itinérante, c'est pas par choix, il s'est passé des événements dans sa vie qui l'a amené à consommer, parce que plus capable, mais c'est parce qu'il y a des trous dans la société, puis en tant qu'intervenant, je pense que les 5 qui sont ici, on est capable de les voir, puis d'être confrontés à ça aussi. Et ce qui est malheureux, c'est qu'au centre de tout ça, il y a un humain qui est en souffrance. Puis comme pour alléger ses souffrances, il va consommer, puis il va peut-être pas l'utiliser de la bonne manière. Puis ce que ça amène tout ça, c'est la concomitance. Parce que les problèmes de santé mentale, des fois, sont développés à cause de la consommation. Mais c'est parce qu'il y a eu un choc qui l'a amené peut-être à l'itinérance. En fait, quand je dis ça, c'est parce que souvent, la consommation se fait pour un blaster, pour enlever cette souffrance-là.
Mais comme tu disais, ils règlent pas la vraie raison. Mais pour ça, faut qu'il y ait des services, puis c'est compliqué d'avoir une psychologue, d'avoir un soutien, puis souvent ils sont pas prêts parce qu'ils le savent pas. Je le vis aussi en intervention, je vois les trous, puis les problématiques sont lourdes. Et même moi, en tant qu'intervenant, je suis confronté des fois à une incohérence. Imagine quelqu'un qui est en souffrance, qui est en choc post-traumatique, qui consomme en plus. Lui, il gère juste son émotion là parce qu'il est plus capable. Il est au bord de passer de l'autre côté, puis peut-être de s'enlever la vie. Puis il y a une vie humaine là. Et à cause de la complexité, donc ça serait peut-être de ramener à un moment donné, ça c'est un autre débat, c'est une autre émission que je vais faire, mais d'amener une conscientisation des politiques et des responsables pour que justement il y ait une coordination qui soit faite pour que la personne soit prise en charge et accompagnée. Parce que demande une personne qui a des dettes partout, puis là lui se retrouve à la rue, il a plus rien, il est juste, il demande de l'aide, mais à l'intervenant, je te donne 1h30 de mon temps, une fois par semaine. Mais les autres jours de la semaine, son problème, il n'est pas réglé. Exact. Puis il vit avec ça, puis il est confronté à ça. Donc, est-ce que tu vis aussi, toi, dans votre maison de thérapie? En fait, nous, ce qu'on vit un peu plus, c'est ça, c'est la difficulté de pouvoir aider les gens lorsqu'ils le souhaitent. Et tu sais, c'est souvent, admettons, les gens vont nous appeler, puis de par leur situation de vie, ils sont instables au niveau de leur santé mentale. Ça, c'est souvent des enjeux qui font que nous, on peut plus ou moins les admettre dans notre ressource si, par exemple, une personne atteinte de schizophrénie ou qui a un diagnostic de schizophrénie ne prend pas sa médication depuis quelques mois. Nous, comme ressource, on peut pas l'accepter. Par contre, la personne, elle a quand même besoin d'aide. C'est un cercle qui est difficile. Ouais, qui est vicieux, puis qui amène des trous, puis que, en fait, le but aussi, là, de cet échange, c'est de faire ressortir peut-être certaines choses des trous, de ce qui manque, ou qu'est-ce peut-être éventuellement on n'a pas les solutions, on l'aura pas aujourd'hui, hein. Mais en échangeant, ça amène la discussion, puis ça amène peut-être à éveiller des consciences, et peut-être que des gens qui vont nous regarder vont se dire, c'est vrai, il y a peut-être de quoi à faire, et puis, en tout cas, c'est le but aussi de cette émission aussi d'amener à échanger là-dessus. Donc, l'itinérance, de ce que je comprends, elle est quand même présente, parce que vous en avez juste des itinérants. Oui, c'est sûr que nous, c'est pas nécessairement seulement de la région, par contre, mais oui, on en a plusieurs personnes, puis aussi une réalité avec le temps froid qui va arriver va aussi faire qu'on va avoir une augmentation de personnes qui vont vouloir aller en thérapie. Oui, parce qu'ils désirent cesser de consommer, mais aussi parce que la réalité, comme une personne en situation d'itinérance à l'extérieur. Et c'est ça. Puis ma question là va être, parce que là, ce que vous dites, c'est très pertinent dans le sens où la personne qui vient là parce que c'est pour le froid, est-ce qu'il a vraiment envie, parce que ça part à la base de la personne qui décide je veux faire une thérapie, je veux pas faire une thérapie parce que mon agent de probation m'a dit, le juge a dit si je fais une thérapie, blabla, parce que là, sa démarche n'est pas la même. Vous êtes confronté à ce genre de réalité là aussi. Tout à fait. Tout à fait, mais en fait, tu sais, souvent, nous, en fait, en ayant une thérapie de 6 mois, ce que ça fait, c'est que oui, souvent, au départ, les gens peuvent arriver parce que le système de justice ou, tu sais, c'est un choix, pas de choix. Est-ce que je reste en détention ou je vais en thérapie? Le choix de la thérapie est souvent beaucoup plus intéressant. Fait que, oui, peut-être qu'au départ, les gens font ce choix-là pas pour s'en sortir, mais pour la bonne raison. Exactement, mais en fait, au cours du cheminement, ces gens-là, ils vont cheminer. Exactement. On lance des pistes, des réflexions. Vous plantez des graines, comme disait tout à l'heure Raphaël. Exactement, c'est ça. Puis, tu sais, en ayant plusieurs résidents, les nouveaux voient qu'est-ce que les gens qui terminent leur thérapie ont acquis comme outil. Exactement, comme outil, tout ça. Donc, ça devient plus attrayant, puis la motivation grandit en général. Ouais, je comprends. Puis, toi, Pat, quand tu es dans la rue avec les jeunes, la consommation, tu la vois, parce qu'elle est, comme on parlait tout à l'heure, elle est de moins en moins cachée. Disons, le cannabis est toléré maintenant, enfin bref, c'est légalisé. Mais il n'y a pas que ça. Tu dois avoir d'autres choses aussi, j'imagine. Oui, je vois de la cocaïne, je vois du crack, je vois, comme on disait tantôt, on a pas mal toutes les sortes de drogues, mushroom, buvard. C'est pas mal toutes les sortes de consommation qu'on voit là, oui, effectivement. Ouais. Puis, toi, c'est quoi ce que tu vois là parce qu'on parle de clients de jeunes, mais il n'y a pas que des jeunes, toi, ça peut être des personnes plus âgées, très jeunes, parce que ça consomme très jeune quand même. C'est une problématique aussi, ça. Ouais. Vous en êtes confrontés aussi à ça? Oui, de plus en plus jeunes, effectivement.
de plus en plus jeunes, puis aussi les travailleurs. Tu sais, il y a autant de travailleurs qui travaillent, qui consomment, puis qu'on penserait peut-être pas ça, mais qu'éventuellement, eux autres aussi consomment, puis ont peut-être plus de facilité à passer sous le radar que d'autres qui s'affichent, puis qui ont tout perdu, puis qui savent moins plus contrôler. Ouais, exact, c'est ça, exactement. Donc c'est une autre réalité. Est-ce que vous êtes confronté à ça aussi avec Don Rémy? Oui, vas-y. De mon côté, je crois que c'est important aussi de parler de stigmatisation. Tu sais, on vit encore beaucoup de stigmatisation dans notre réalité là, régionale, du fait à ce que les gens, justement, croient que c'est caché, qu'ils ne voient pas nécessairement les problématiques parce qu'ils n'ont pas nécessairement à côtoyer des gens qui ont soit des problématiques de santé mentale ou des problématiques de dépendance. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la stigmatisation, ben, il y a certaines personnes qui ont encore ce filtre-là du fait à ce que pour eux, ça va être, ils vont avoir une honte à aller chercher de l'aide. Oui. Ça va les apporter à consommer seuls, à être vraiment à risque aussi de surdose, puisque justement la qualité là, des substances qu'on a en région est beaucoup là, diminuée là, présentement. Donc, ce qu'on peut voir, c'est vraiment des gens, oui, qui soit sont à l'aise de venir chercher de l'aide, ou des gens complètement qui ne seront pas à l'aise et qui vont rester vraiment plus cachés, je dirais, là. Okay. Donc, on voit vraiment les deux côtés de la médaille. Là. Mais pour ces personnes cachées, là, c'est pour ça que je t'interpelle aussi, parce que le côté de ta camionnette et puis de ta réduction des méfaits, bah, ils vont te voir. Exactement, c'est l'objectif. Est-ce qu'ils viennent quand même, ou ils sont encore réticents? Comment ils viennent vers toi? Dans le fond, présentement, là, le développement de l'unité mobile est encore en cours, donc on a plus de difficultés là, à justement aller voir les gens. Les gens, tu sais, ne connaissent pas encore bien le service. Les gens qui vont connaître le service au niveau de la réduction des méfaits, ça va être les gens qui vont venir chercher du matériel de consommation stérile au centre Don Rémy. Par le fait de leur visite au centre, on va pouvoir leur parler de justement du nouveau service de réduction des méfaits qui est maintenant mobile. Le service vraiment de réduction des méfaits est dans une optique aussi de réinsertion sociale. Donc, ne sera pas nécessairement seulement axé sur tout ce qui est matériel de consommation, analyse de substances et autres, mais beaucoup sur aussi le dépannage alimentaire, justement l'accès à d'autres services, le référencement. Là, les liens avec le réseau d'entraide. Exactement, tout à fait. Puis c'est vraiment l'objectif de l'unité mobile de réduction des méfaits, de vraiment pouvoir... C'est très intéressant. Donner l'opportunité aux gens d'avoir des services, considérant qu'on a une grande MRC et plusieurs petites municipalités qui sont assez éloignées de Thetford. Donc, on peut comprendre que des fois, des personnes n'ont pas nécessairement accès à venir chercher les services. Donc, l'objectif est vraiment d'apporter les services vraiment dans le milieu des gens, plus les municipalités reculées, je pourrais dire. OK, puis c'est quoi la fréquence par rapport à ça? Parce que tu peux pas être partout, c'est assez compliqué quand même. Ben, présentement, on n'a pas un horaire fixe de présence dans des milieux ciblés puisqu'on est encore en développement là, vraiment du service. Par contre, les gens nous voient présentement beaucoup dans les milieux festifs, dans des contextes de festivals. On est présent dans les contextes de festivals, oui, pour apporter une offre de produits qui est sans alcool pour les gens justement qui veulent cette alternative-là, mais aussi justement pour parler des services. De voir ce qui est rendu possible d'une façon mobile. Ouais, puis faire du référencement aussi en lien avec la problématique, puis peut-être d'être la première intervenante avec qui il va peut-être parler, puis ben là, de le référer, peu importe. Exactement, puis c'est pas nécessairement au niveau de juste les personnes qui vont être utilisatrices de substances. Ça va être aussi au niveau de monsieur et madame tout le monde, parce que chacun dans notre entourage, on connaît quelqu'un qui a soit un problème de consommation, un problème de santé mentale, ou les deux ensemble, parce que c'est des problèmes qui sont concomitants. Ouais. Donc, souvent, ça va être des personnes qui vont venir juste s'informer. C'est quoi nos services? Puis, on a une certaine, je pourrais dire, là, opportunité en milieu festif, là, d'avoir des belles discussions avec vraiment là, des gens qui sont intéressés, qui sont curieux aussi. Puis à ce moment-là, ben, en donnant justement les nouveaux services avec l'unité mobile en réduction des méfaits, mais ça leur fait prendre conscience qu'il y a des besoins et que oui, ils sont cachés, mais qu'il y en a aussi qui sont quand même là, présents des besoins qu'on voit pas nécessairement quand on n'en entend pas parler. Donc ça va apporter beaucoup d'ouverture aux gens, puis ça va être du bouche à oreille, je dirais. Pour l'instant, là, notre présence est beaucoup ciblée. Donc, les gens vont venir vraiment vers nous demander d'être présents, des services. Mais on sera pas présentement, là, je serai stationnée dans un milieu ciblé en attendant que les gens viennent nous voir. On n'est pas encore rendu là. Éventuellement, on souhaite fortement que les gens nous connaissent et qu'on vise vraiment des milieux pour qu'ils sachent qu'à des moments donnés, dans la semaine, vous êtes à tel endroit, qu'ils puissent venir. Exactement, pour venir chercher, tu sais, soit des conseils, des informations sur tout ce qui est substance ou bien tous les autres services qui peuvent être offerts aussi, là. Souvent, ça va être par la référence
d'autres organismes aussi selon leurs besoins. Ouais. Parce que comme tu dis, Ouais, non, dans le fond, comme tu dis, plus que le monde au courant, plus que même si c'est pas des consommateurs, plus qu'on devient fort, on est comme plein de petits Exactement. intervenants un peu partout qui fait en sorte que le monde peut s'entraider avec les solutions que nous, on transmet à ce monde-là. Tout à fait. Fait que ça, c'est vraiment pratique dans ce temps-là. Puis, Ouais. Plus aidant pour la personne, Ben en tout oui. cas. Oui. Mais une coordination aussi des besoins. Là, on parlait tout à l'heure, comme là, Catherine, tu me disais que beaucoup sont judiciarisés, ces choses-là. Mais on a parlé aussi d'une clientèle qui consomme qu'on ne voit pas. Le travailleur, le chef d'entreprise, ça peut être l'homme politique, hein, on va pas se cacher, on le sait. Mais est-ce que ces gens-là viennent quand même dans un centre de thérapie? Beaucoup moins. En fait, surtout, nous, en étant 6 mois, lorsqu'on est travailleur, c'est plus compliqué. Puis en fait, Des fois, il y a des présentement... programmes dans les entreprises qui permettent justement Tout à d'accompagner les gens. Tout à fait, mais je vous dirais que présentement, on prend que les gens sur l'aide sociale de par D'accord. certaines difficultés, donc moins présentement. Mais c'est déjà arrivé auparavant, qu'on limitait pas là, seulement aux personnes qui étaient sur l'aide sociale. Là, on en a déjà eu, mais présentement, c'est pas le cas. D'accord. Ok. Pour les travailleurs, ce qu'on essaie aussi de faire, bien souvent, les gens ont des responsabilités parentales, ont d'autres responsabilités au niveau de la communauté, puis ils ne sont pas prêts nécessairement à rentrer dans une cure fermée. Donc, les suivis externes, le centre de réadaptation en dépendance offre ce service externe-là. On a aussi le suivi, nous, au centre Don Rémy, au suivi à l'externe, mais toujours avec une mission, une optique de réinsertion sociale, mais on travaille avec la dépendance. Puis encore là, à l'externe, ce qu'on essaye de faire, c'est de montrer à la personne que sa surconsommation, les effets néfastes de sa consommation est lié à une autre problématique. Donc, bien souvent, on a eu plusieurs références de monsieur qui ont surtout de la difficulté à gérer leurs émotions. Le travail est stressant. Avec la pandémie, les relations avec les membres de la famille est devenue plus difficile. Il y a eu des changements, les logements, les séparations, etc. Donc là, on travaille aussi avec les partenaires de la région, surtout là je parle des hommes avec Partage au masculin et Interagir, qui offrent des services vraiment au niveau de la gestion d'émotions. Puis on voit que ça protège des conséquences négatives d'une surconsommation. Les gens comprennent que ils ont une problématique au niveau de la gestion d'émotions. Soit c'est de travailler l'anxiété, travailler les réactions impulsives, parce que la dépendance est très liée à l'impulsivité. C'est sûr que là, on a une problématique aussi à Thetford où il manque de services en santé mentale. C'est ça, c'est vers ça que j'allais. Les psychiatres, etc. Donc, le plus possible, on essaye de les référer. Il y a de l'attente. C'est difficile d'avoir accès aussi à un psychologue. La même chose. Mais on travaille quand même bien en partenariat avec le CLSC, les services en santé mentale, pour justement essayer de compléter. Répondre exactement. Parce qu'en fin de compte, c'est souvent ça la problématique. Hein, c'est que nous, en tant qu'intervenants, on a nos limites aussi. Hein, puis il y a des volets qu'on peut faire, il y en a d'autres, c'est hors de... Mais on peut pas abandonner les personnes non plus. Exact. Donc, c'est de faire un soutien psychologique quand même. Mais c'est là qu'on voit le manque, en fait, flagrant, parce que plus ça va aller, plus il va être exponentiel, évidemment, puis on le voit. Hein. Puis ça va devenir plus compliqué à un moment donné. Donc, d'où l'importance du rôle de chacun ici, là, l'importance de votre rôle. Dans la société, puis que peut-être que les gouvernements en prennent conscience un peu plus. C'est parce qu'on le voit. Je crois que la manière d'aller chercher de l'argent pour les services est un peu mal fait. Parce qu'il faut y aller avec les stats. Plus que tu as de stats, plus que tu as de l'argent. Mais pour avoir plus de stats, il faut plus de personnel. Et fait que pour avoir plus de personnel, il faut avoir plus de stats. Fait qu'on est comme dans une roue qui tourne et ça devient extrêmement compliqué. C'est un bon point que t'amènes, c'est un bon point. Puis faut pas oublier, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est l'humain qui est au travers de ça, qui est au milieu de ça, un être humain qui est en souffrance. Et malheureusement, on voit les taux de suicide, hein, ils sont très élevés. Donc c'est sûr que j'y suis confronté, vous devez y être confronté aussi. Hein. Donc de faire de la prévention, d'où l'importance aussi d'essayer de mettre un filet de sécurité. Et notre rôle, on se retrouve plus en première ligne qu'on le devrait normalement. Est-ce que c'est ça que vous ressentez aussi?
Ah, tout à fait. Oui, parfois, on peut pas offrir l'aide, mais là, c'est ça, comme vous le dites, hein, on doit quand même amener la personne à aller chercher des ressources. Tu sais, peut-être, mettons, comme Don Rémy, je sais que vous avez un lit de crise. Hein, mettons, ça peut être des ressources qui peuvent être intéressantes à ce moment-là, parce que oui, on le vit vraiment beaucoup, là, le manque de personnel et le manque de... Enfin, tout ça, là, ces enjeux-là sont grands. Ouais, c'est ça. Puis on voit que la demande est vraiment très élevée. Puis que la problématique est beaucoup plus compliquée. Ouais, elle s'aggrave, puis elle se complexifie, effectivement. C'est sûr que de mettre tout sur la pandémie, c'est gros. C'était l'avant, c'est parce que c'était l'avant. Elle a fait juste exacerber, je pense que la pandémie, elle n'a fait qu'exacerber ce besoin-là qui était déjà présent, en fait. Mais les problématiques sont diverses et variées, et c'est ça qui fait que ça complexifie, parce que maintenant, avant, c'était plus une population ciblée, la problématique de dépendance, mais là, on voit, justement, comme on parlait, qu'elle se diversifie, elle touche tout le monde. On parle des drogues, mais l'alcoolisme a augmenté aussi. Les jeux vidéo font partie des dépendances. Exactement, le vapotage, le jeu pathologique aussi. Le fait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre emmène effectivement plus de crise, dans le sens où les gens cognent à la porte, mais il n'y a personne qui répond parce que aujourd'hui on est fermé, il n'y a personne qui pouvait travailler. Fait que ça amplifie Exactement. Donc on essaye vraiment, nous, tous les partenaires de Tedford, essayent de garder la porte ouverte malgré tout, mais c'est difficile. On veut garder les portes ouvertes, mais les gens, quand ils ont aucun mur, aucune maison, aucune place où vivre, nous, on est plein. Là, ça prend à Saint-Georges. Saint-Georges est plein, on retourne à l'Aubrivière à Québec ou dans un gros centre à Montréal. Puis même eux, ils commencent à être pleins. C'est pour ça que, dans le fond, il y a un mouvement urbain, rural, continuel. Donc là, on voit des gens qui viennent de plus en plus loin dans les régions du Québec qui se retrouvent à Tedford. Donc on voit que c'est vraiment plusieurs problématiques sociétales qui aggravent la problématique de dépendance et de santé mentale. Il faut jouer sur plusieurs tableaux. Il faut effectivement qu'on travaille tous ensemble parce que on est tous dans l'aide à une personne. Puis une personne, c'est pas juste une problématique. Non, un être humain. Exactement. Donc, c'est là où on voit que c'est plus complexe. Et le point qu'amène Raphaël pour vous, là, Maison Almer, est-ce que vous le voyez aussi? Parce que ceux qui viennent à votre maison de thérapie, ils viennent d'où exactement? Nous, ils viennent vraiment de partout. Parce que nous, on se déplace à aller chercher les gens lorsqu'ils font... Oui, parce que... Lorsque nous, ils appellent, en général, ils ont plus rien. Ils ont plus rien. Ils ont leurs vêtements qu'ils ont sur le dos, puis en général, c'est pas mal ça. Donc, nous, on se déplace, on va chercher à Montréal, surtout à Québec. Par contre, en ayant une clientèle judiciarisée, on a des gens qui peuvent venir de la détention de Robert-Laval ou c'est vraiment large. Là. OK. Toi, Patrick, dans tes horaires, ça doit être assez... tu sais, toi, t'es présent la journée, le soir? Est-ce que ça t'arrive la nuit? Comment ça fonctionne? Comment travaille un travailleur de rue, là? Dans le fond, normalement, on n'est pas une ligne d'urgence de premier service, là. Fait que par défaut, non, on n'est pas de nuit, on n'est pas 24 heures. Ouais. Mais on se rend compte qu'il y a de plus en plus de demandes. Fait qu'il a fallu aller chercher plus de personnel. Fait que je suis rendu à cette heure avec une collègue qui s'appelle Bianca Leclerc. Avec un autre collègue qui s'appelle Antoine Ramsey. Donc, de cette manière-là, on est capable de se couvrir plus les soirs et un petit peu les fins de semaine. Fait que de cette manière-là, on est présent un peu plus partout. C'est bien, ça offre un panel un peu plus large. Mais on comprend la complexité, un manque de ressources. Puis on a tous nos limites, hein, on est aussi. Fait quand on fait énormément d'heures, au bout d'un moment, on est peut-être moins bon intervenant aussi. C'est ce qui est complexe. C'est le la manque complexité. De personnel avec la charge qui est plus grande, avec les difficultés de la clientèle qui sont aussi plus grandes, font que les intervenants sont J'ai une charge, un transfert beaucoup plus. La charge transfert contre transfert prend tout son sens là. Et on le voit, puis moi aussi je le vis, hein, cette charge-là, elle est beaucoup plus importante qu'il y a 3-4 ans, par exemple, avant la pandémie. Donc, on le sent que là, c'est de plus en plus lourd, mais là, il y a un besoin, il faut être là. Mais t'as beau essayer de te protéger là-dedans, mais reste qu'on est aussi des humains, puis qu'on absorbe ça. Fait que, on se manque les manques de service, c'est que là, c'est que tout le monde se brûle, et puis, mais au moins, on est là. On est là, mais il va falloir qu'il se passe quelque chose aussi pour
pour ça, par rapport à ça. Puis tu parlais de prévention. Je pense effectivement qu'il faut mettre beaucoup d'accent là-dessus parce que malheureusement, on est dans une société qui veut performer. Donc, quand on performe, on attend le dernier bout de l'élastique qui déchire. On attend vraiment la fin. Puis là, c'est trop tard. Donc, avec diverses ressources, que ce soit en dépendance, en gestion d'émotions, en santé mentale, en violence conjugale ou quoi que ce soit, on essaye vraiment de travailler avec la population pour qu'ils demandent de l'aide le plus tôt possible, de ne pas attendre à la dernière minute où on se retrouve dans une situation intense, risquée, dangereuse, ou que toute la famille soit brûlée, puis que là, finalement, il y a des séparations. La famille reste quand même la brique de la société. Donc, si on brûle toutes les familles, ça marchera plus. Là. Ouais. Donc, parce que les gens naturels, ils supportent ça aussi. Exactement. Donc, c'est ça, c'est de la prévention. On commence au milieu scolaire. Il commence de plus en plus tôt aussi. Même, on faisait des petits ateliers au primaire. Donc, je pense que la prévention peut être vraiment une belle alternative, en tout cas un moyen de prévenir les plus gros risques. Je comprends. Puis, qu'est-ce qui pourrait être mis en place? Vous êtes intervenant, vous êtes sur le terrain, nous sommes sur le terrain, vous êtes dedans. Qu'est-ce qui pourrait être mis en place justement parce que là, c'est bien joli, on parle de dépendance, là c'est le problème, mais c'est en amont, là, celui qui va vendre cette drogue-là, qui va l'amener, qu'est-ce qui est mis en place? C'est une question, hein. Qu'est-ce qui est mis en place pour justement éviter ça? Parce que là, on s'entend que c'est de plus en plus jeune. Comment ça se fait que des jeunes, aussi jeunes que ça, puissent déjà avoir accès à de la drogue? Qu'est-ce qui est mis en place? Qu'est-ce que vous pourrez nous dire sur ce qui est mis en place ou qui devrait être mis en place? Ben, si je peux m'avancer, c'est sûr que l'approche de réduction de méfaits permet aux gens d'avoir accès à beaucoup d'informations, à du matériel de consommation stérile. C'est sûr qu'on va pas distribuer du matériel de consommation à des jeunes mineurs. C'est sûr qu'il va y avoir de la prévention de fait avant de leur distribuer du matériel. Par contre, justement, la prévention en milieu scolaire au niveau secondaire, est vraiment présente là, dans notre région. C'est des intervenants justement du Don Rémy là, qui a ce mandat-là. Donc, nous, avec la prévention, justement, on peut plus sensibiliser, mais aussi voir c'est quels jeunes qui sont plus à risque, puis peut-être justement cibler des activités pour sensibiliser davantage sur certains sujets plus précis, tout dépendant de l'âge de la clientèle des jeunes qui peuvent se retrouver à risque là, de consommer. Au niveau des adultes, à partir de cette année, moi j'ai un nouveau programme de prévention que j'anime dans les milieux scolaires adultes, donc qui parle vraiment de la consommation, mais aussi de tout ce qui est possible au niveau de la consommation, des services d'accès, je pourrais dire, là, comme justement le matériel de consommation supervisé, mais aussi bientôt l'analyse de substances. T'sais, on parle maintenant de fentanyl beaucoup dans les substances, donc on a des bandelettes maintenant de détection de fentanyl. Donc, c'est de mettre disponible aux gens qui consomment des moyens pour sécuriser leur consommation et aussi faire en sorte qu'ils soient peut-être plus encadrés aussi dans leur consommation, qui est vraiment dans l'approche de la réduction des méfaits. Là. Je me pose un petit peu en avocat du diable ou en candide, mais en fait, la prévention est une bonne chose. Reste que quand même, il y a des jeunes qui, malgré ça, consomment. Parce qu'ils sont approchés d'une autre manière. Fait que, comment on pourrait contourner ça? Je sais que la police fait son travail, c'est pas la question, mais est-ce que des fois, on ne devrait pas travailler un peu plus en amont? Il y a de la prévention, mais faites attention, acceptez pas n'importe quoi. Parce que il y a le rôle des parents aussi qui est derrière ça aussi dans l'éducation. Donc, des fois, la prévention est bien au niveau du jeune, mais elle serait pertinente des fois vis-à-vis des parents. Puis je pense que, justement, en allant vers là, on aimerait travailler davantage avec les entreprises, avec les milieux professionnels pour justement toucher tout le monde. En fond, effectivement, les premiers protecteurs de la jeunesse, c'est les adultes. C'est les adultes. Donc, plus les adultes sont outillés, plus les adultes sont sensibilisés, plus les adultes connaissent les ressources accessibles et connaissent les trajectoires de service, plus on peut prévenir des risques graves de la dépendance. Donc, c'est sûr, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec les entreprises locales, de bien comprendre la problématique pour aider leurs employés qui peuvent, eux, s'ils ont une problématique, aller chercher les besoins, mais aussi, eux, en tant que parents,
en tant que frère, en tant que sœur, en tant qu'oncle, parce etc. qu'on a tous une responsabilité là-dedans. Exact. Donc, plus on sensibilise la population à comprendre que la dépendance, la santé mentale, l'itinérance est une problématique sociétale qui touche toute la communauté, Oui. plus on peut protéger. Arrêtez, comme je disais tout à l'heure, de faire l'autruche. Exact. Et peut-être d'aller chercher l'aide où il est. Il y a des services, vous êtes là. Puis d'aller poser des questions, tout simplement. Il n'y a pas de mauvaises questions, c'est d'aller vers les ressources. Et la tranche d'âge, vous, chez la maison Elmer, c'est quoi votre proportion? Parce que j'imagine, pour entrer chez vous, il faut avoir 18 ans, j'imagine. Oui, tout à fait. Ouais. Nous, c'est en fait de 18 à 65. 65. Pourquoi il y a une limite à 65? C'est embêtant la question. C'est embêtant. J'ai pas la réponse, mais je pense que c'est... En fait, c'est quand même exigeant de faire une thérapie. Tu sais, enfin, il y a certaines tâches qui sont obligés de faire. OK. Ça devient difficile à un moment donné. OK, je comprends. D'accord. Fait que là, puis là, la proportion, c'est quoi? 18, 25? C'est quoi? C'est 35, 50? C'est quoi on a quand même beaucoup de jeunes, mais je vous dirais au niveau des... Je sais pas pourquoi, mais des personnes qui sont strictement alcooliques, on voit que c'est des personnes qui sont souvent plus vieilles. Plus âgées, ouais. Plus âgées, tout à fait. Mais sinon, là, je vous dirais que c'est peut-être plus 18-40. Mais 18-40. On a quand même un peu de tout, mais ouais. Ça ressemble un peu à ce que vous avez un peu à Don Rémy, il me semble. Effectivement. Mais là, on a vu dans les dernières années que le 18-35 augmente dans nos stats. Avant, on avait une bonne proportion d'hommes. C'est sûr que c'est toujours les hommes qui sont majoritaires, mais on voit que la problématique touche aussi les femmes. On travaille aussi en partenariat avec la JT, le Centre Femmes, justement à cause de la violence conjugale. Donc, des fois, il y a aussi qui amène à la consommation, des fois. Exactement. Choc post-traumatique qui va amener... Exact. Donc, on voit que c'est ça, comme on disait, les problématiques sociaux s'aggravent. Les gens demandent beaucoup d'aide. Malheureusement, pénurie de logement. Puis Patrick, ce qu'il disait aussi, la difficulté d'avoir des subventions. C'est comme un peu absurde dans le sens où faut avoir les services doivent cumuler certaines statistiques pour les chercher. Cibles, c'est ça. Exact. Puis le fait qu'il y ait une pénurie de main-d'œuvre, les gens magasinent. Donc c'est sûr que nous, on a des besoins par rapport à la problématique de dépendance. Les subventions descendent du gouvernement. Si le gouvernement met plus d'autres problématiques par rapport à leur évaluation, etc., les étudiants qui sortent des écoles, cégep, universités, etc., ils vont aller chercher aussi. Ils ont besoin de vivre, et c'est normal, on peut pas les en vouloir. Tout à fait. Donc là, ça diminue encore plus, et ça aggrave encore plus la difficulté d'offrir des services. De qualité. Exactement, donc ça aide pas. Ça aide pas. Ça, j'imagine, vous le vivez aussi à la maison Elmer. Tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment difficile de trouver des intervenants présentement. On est à la recherche, si jamais. Mais puis aussi de trouver des personnes qualifiées, puisque ça prend certains diplômes, et qui sont quand même capables de durer dans le temps, puisque c'est quand même... Demandant, tout à fait. Exactement. Puis il y a ce côté-là aussi, le côté vocation. Nous, on sait pourquoi on fait ce métier-là. Oui. On l'a choisi, puis on passe les étapes, hein. Mais je peux comprendre que, comme tu disais, quelqu'un qui sort de l'école, il va aller chercher... Après, savoir est-ce que t'es au bon endroit, est-ce que tu fais le bon métier. Parce que quand on est dans l'aide de l'être humain, c'est pas facile. Puis des fois, mais il y a tellement de satisfaction à retirer de ça. Puis dans l'accompagnement, ça c'est un autre sujet. Toi, Patrick, comme travailleur de rue, tu vois les jeunes, puis tu sais où ils se trouvent, tu sais où... quel est ton partenariat que tu as, toi, comme recours? Mais là, tu fais appel à Don Rémy, tu peux faire appel à nous, Carrefour Jeunesse Emploi, tu vas là où il y a le besoin. Mais est-ce que tu as un partenariat avec la police? Est-ce que tu as un partenariat
La police, j'essaie de me tenir loin le plus des autres possible parce que dans le fond, moi, je suis là pour le bonheur et l'avancement de mes personnes que je suis. Fait que je suis pas là pour les dénoncer, à moins vraiment d'avoir une situation extrême, là, on s'entend, là. Pour sa vie ou... Mais exact, c'est ça. Mais sinon, je suis loin de ça. Moi, je suis vraiment avec des organismes communautaires, l'hôpital, CLSC, je suis vraiment avec eux autres, là. C'est vraiment mes principaux partenaires. Je sais aussi que tu fais la partie de la vigne aussi pour l'aide alimentaire parce que c'est une autre réalité. On parle de dépendance, mais déjà avoir des difficultés de se nourrir, puis ils font souvent des mauvais choix. Ils préfèrent acheter leur consommation au détriment de se nourrir, ce qui fait qu'il y a un impact aussi sur leur santé. Est-ce que vous le voyez, vous aussi, dans ceux que vous avez chez vous Ben oui, tout à fait. Mais c'est certain que, mettons, lorsqu'on parle de la vigne ou tout ça, nous, ils sont chez nous pendant 6 mois, donc... Ils ont le couvert, un peu comme à l'hébergement. C'est sûr. Nous, là où on voit qu'il y a la difficulté au niveau de la gestion des priorités en dépendance, c'est effectivement si la personne sa problématique est pas stabilisée, il consomme beaucoup, c'est sûr que il va pas prioriser ses besoins de base, il va aller chercher de l'aide. Le but, c'est aussi d'offrir une aide cohérente. Il y a des gens qui ne veulent pas arrêter de consommer, on le respecte. Par contre, ils ont des besoins en tant qu'individu, en tant qu'être humain. Donc, on veut quand même leur offrir une sécurité alimentaire. On essaye de faire de la sensibilisation, on essaye de leur montrer les conséquences négatives de leur consommation, le fait qu'ils sont en perte d'autonomie, parce que là, ils dépendent de la vigne, ils dépendent des ressources. Advenant qu'il y a une crise, ces ressources-là disparaissent, comment vous allez répondre à vos besoins? Donc, on essaye toujours de les responsabiliser. Exactement. On a toujours cette mission-là de responsabiliser la personne à répondre à ses propres besoins. Mais comme on l'a dit, c'est des êtres humains, sont pas nécessairement toujours disponibles, donc il faut respecter aussi le rythme de changement. Mais c'est quand même quelque chose. C'est ça. Puis comme tu disais au tout début, là, le côté de planter la graine, un petit peu comme je pense que chacun de nous faisons dans nos interventions, c'est des fois on voit bien qu'on voit le besoin, sauf que la personne n'est pas rendue là. Puis faut l'accompagner, mais planter des graines, lui donner des outils, puis à un moment donné, il va aller frapper un mur, il va revenir, il va être prêt. Exactement. Puis là, on va travailler. Et puis on travaille toujours, j'imagine que vous travaillez sur une base volontaire. Peut-être un peu moins pour quelqu'un qui est en lien avec la judiciarisation, mais c'est travailler aussi avec la personne pour l'amener aussi à une conscientisation. Tout à fait. Puis tu sais, si jamais la personne adhère vraiment pas à la philosophie de la ressource, puis qu'on se rend compte que elle est là parce qu'elle veut pas être en détention puis qu'elle collabore pas, malheureusement, on n'est pas dans la possibilité de le garder. Mais règle générale, on arrive toujours à faire avancer les idées. À changer tranquillement. Ouais. OK. Bon, moi, c'est important parce que je sais qu'à Don Rémy aussi, vous avez des participants qui sont pas forcément participatifs, qui veulent répondre à un besoin ponctuel et puis ils fuient un peu, c'est à cause que c'est la fuite en avant, mais on ne règle pas le vrai problème. Puis souvent, vous allez les revoir. Il y a une fréquence de retour. C'est sûr que le phénomène de la porte tournante, là, comme on parle, ça arrive. Par contre, on essaye vraiment en partenariat avec les thérapies de la région. Exactement. Avec les bonnes pratiques en dépendance, on essaye de donner un sens au cheminement thérapeutique. C'est-à-dire que nous, au Centre Don Rémy, on a des lits qui appartiennent au Centre de réadaptation en dépendance, de désintox et d'hébergement temporaire en vue d'une thérapie. Donc, on essaye de montrer à la personne, on questionne ses besoins. Qu'est-ce que tu vis? C'est quoi tes besoins? Est-ce que tu veux arrêter? Est-ce que tu veux reprendre la contrôle? Est-ce que tu veux pas arrêter, mais tu veux juste manger? Tu veux juste boire? Tu veux juste avoir une place, être en sécurité, être au chaud? Donc là, on évalue ses besoins. Si la personne veut retrouver logement, autonomie, travail, etc., ce qu'on essaie de faire comprendre à la personne que la problématique présentement t'emmène à vivre une instabilité. Elle peut pas se guérir du jour au lendemain. Il faut qu'il aille chercher de l'aide. Donc, on donne un sens. La personne va faire une désintox. Elle va s'arrêter. Elle va se couper de la substance de manière sécuritaire. Elle va chercher une thérapie. Mettons le manoir Elmer. Elle reste là 6 mois, fermée. Elle travaille sur les raisons, les causes de sa problématique en dépendance. Elle travaille. Elle va chercher les outils, les moyens pour aller mieux. Après ça, nous, ce qu'on fait avec les thérapies maintenant, qui est nouveau, c'est
qu'on offre une réservation à plus long terme. C'est-à-dire que va faire ta thérapie, appelle-nous à partir de ta thérapie pour nous dire comment ça va, réserve. Des fois, ils vont faire une thérapie justement parce qu'ils ont tout perdu, ils sont dans la rue. Ouais. Mais après la thérapie, ils se retrouvent encore dans la rue. C'est ça. Donc là, vous intervenez. Exactement. On essaye d'enlever ce stress qui est majeur pour qu'elle puisse vraiment se concentrer sur sa thérapie. Donc là, elle nous appelle, je finirai dans 1 mois, dans 2 mois, est-ce que je pourrais avoir une place? Donc nous, on cadre tout ça. Elle vient tout de suite après sa thérapie chez nous. On parle avec la thérapie pour essayer de retirer les outils, les approches qui ont bien fonctionné avec la personne pour qu'elle puisse... parce que c'est sûr, vous avez plein d'outils que vous amenez en thérapie. C'est les spécialistes, les experts de la thérapie. Donc, on essaye de les transposer par la suite au programme de réinsertion sociale. Pour une continuité, en fait. Exactement. C'est ce continuum qu'on cherche. Après, c'est d'aller chercher les suivis que tu vas garder dans ton nouveau milieu. Est-ce que c'est le CRD? Est-ce que c'est les meetings AA, NA? Est-ce que c'est un rendez-vous avec CALAC? Est-ce que c'est un rendez-vous avec la JT? De savoir qu'il y a le travailleur de rue qui est disponible quand tu vas retourner dans ton logement, savoir qu'il y a l'accueil inconditionnel, le CJE pour le retour à l'emploi. Donc, on essaie vraiment de donner un sens à tout ça, que la personne aussi enlève cette étiquette de je suis un toxicomane, je suis un alcoolique. C'est ça, vraiment, c'est ça. Puis qu'elle puisse aussi, à travers la réinsertion, donner à la communauté, qu'elle se sente impliquée. Exactement. Partie prenante de la communauté. Puis ça va participer aussi à son rétablissement. Oui. Parce que souvent, tout à l'heure, tu parlais de différents contextes qu'amène la consommation, puis vous devez le voir, toi aussi, chacun de nous le voit, mais souvent il y a différentes sphères. La consommation amène, mais elle est coupée de son sphère sociale, sa famille. Elle a plus d'amis, son entourage est très négatif, c'est pas les bonnes personnes, mais il y a que. Fait que ça les aide pas à sortir de ça. Donc il y a, comme tu disais, je pense qu'il faut travailler toutes les sphères, les rencontres personnelles, sociales, refaire le contact avec sa famille, parce que les loisirs, retrouver sa place dans la société. Puis ça c'est gros, hein, mais à partir, le plus gros, c'est de faire le premier pas. Exactement. C'est ce que je dis tout le temps, c'est le plus dur. Après, c'est pas facile, mais c'est là que notre rôle est en soutien puis en accompagnement. Donc ça, c'est des choses que vous vivez dans vos interventions. Puis le fait de faire ce continuum-là avec le suivi à l'externe après pour maintenir les acquis de thérapie, de réinsertion, etc. Puis de savoir que, admettons, au CJE, il y a aussi des activités de sensibilisation pour le retour à l'emploi, les programmes d'estime de soi, etc. La personne, finalement, elle est tellement occupée, elle réalise tellement de choses qu'elle ne se voit plus comme une personne qui consomme. Même juste, c'est l'activité physique dans les recherches en dépendance, ils ont prouvé que l'activité physique, le fait de se dépenser, le fait d'aller s'entraîner, emmène un changement identitaire de la personne. Elle se voit active, elle se voit faire des choses. Donc, en faisant ce continuum-là, en ayant une vision, une trajectoire qu'on propose aux personnes quand ils arrivent chez nous ou qui nous demandent de l'aide en premier lieu pour l'arrêt de consommation, le phénomène de la porte tournante, il diminue. Parce que là, les personnes, quand ils demandent, ils savent où est-ce qu'ils s'en vont. Ils savent les objectifs. Les objectifs deviennent de plus en plus réalistes. 1 mois, 2 mois en thérapie, 3 mois. Ça fait 3 mois que j'ai arrêté de consommer. Après ça, je vais en réinsertion sociale. Donc, la personne voit qu'il y a des choses qui changent. Puis, c'est tout bête, hein, mais après, retourner chez eux, voir Pat, hey Pat, je connais mon voisin ou je connais mon frère qui va pas bien, tu sais, peux-tu aller le voir, peux-tu aller avec toi le voir, ou des trucs comme ça. Juste des petites choses fait que la personne, finalement, sente qu'elle a changé. Ça commence par des petits pas, mais en offrant à la personne vraiment des éventualités et surtout des services cohérents et où les organismes ne travaillent pas en silo. Oui, on est conscient que c'est important de ne pas travailler en silo. Hein. Ça a été longtemps ça. Il faut que ça change, heureusement. Puis il était temps, parce que c'est toujours pour le bien-être de la personne qu'on est en face de nous. Oublier que son propre organisme, oui, mais là, non, faut travailler en collaboration, parce que c'est pour le bien-être de la personne. Fait que là, vous travaillez avec d'autres organismes où vous êtes vraiment axé que sur la thérapie? On est axé que sur la thérapie. Par contre, dont Rémi est venu récemment nous expliquer le volet là, dont Raphaël parlait de pouvoir réserver sa place en réinsertion, ce qui est vraiment avantageux parce que lorsque nous, les clients,
terminent leur thérapie, en fait. C'est un enjeu important. Est-ce que... Moi, je m'en vais où? Parce qu'ils n'ont pas de chez eux pour la majorité. Donc, avec certaines réinsertions, oui, on travaille avec eux, mais en fait, c'est simplement du référencement, je dirais. Ouais. Mais là, je vois le temps qui passe vite, mais juste une petite question. Là, on a parlé de pénurie du logement, qui est une réalité qu'on n'aurait jamais pensé avoir à Ted Fernandes, mais qui est une réalité parce que plus d'immigration, qui est un bien aussi, mais au détriment des fois de personnes qui viennent dans la région. Toi, tu dois le voir. Hein. On est une région qui s'en vient avec des problèmes de ville. Ouais. C'est le même que je le vois, moi. Plus, là, juste l'itinérance qui augmente. Là. Exemple, l'année passée, c'est un exemple bien simple. Je pouvais en avoir environ 7 l'année passée. Et cette année, j'ai la moitié de l'année de fait et je suis à 7 présentement. OK. Fait que on voit déjà une augmentation là, à ce niveau-là. Parce que les gens sont plus capables de se payer un loyer, quoi. Oui, puis je pense que il y a aussi cette problématique-là, elle vient aussi des têtes dirigeantes. Je veux dire que la pénurie de main-d'œuvre, ils savaient que ça allait venir depuis quand même assez longtemps. On savait que la population était quand même vieillissante au Québec, qui allait avoir besoin de main-d'œuvre d'autres pays. Ils se sont pris très tard pour construire. C'est ça. C'est sûr que le raccourci que des fois la population fait par rapport à une détresse criante qui est la pénurie de main-d'œuvre, c'est que les personnes immigrantes sont là. Mais s'il n'y avait pas de personnes immigrantes, il n'y avait pas non plus de services ou quoi que ce soit. Donc là, c'est circulaire, mais à la base, cette problématique-là, elle vient vraiment des personnes qui savaient depuis bien longtemps que la problématique allait arriver. Qui n'ont rien fait, justement. Exactement. Et là, on est confronté à cette problématique-là qui remplit les centres de thérapie comme le vôtre, qui remplit le centre d'hébergement, qui remplit aussi, parce que toi, au réseau d'entraide, vous avez des logements supervisés, l'OMH aussi, fait que l'office d'habitation, en fait, c'est sûr que là, ça devient, c'est comme un vase, là, puis ça devient, c'est petit, puis ça augmente l'itinérance, qui fait que les gens se retrouvent avec une main devant, une main derrière, puis c'est ça devient compliqué. Pour faire un petit, je vous remercie beaucoup en tout cas pour cet échange, de votre participation, des points que vous avez amenés, je pense qu'ils sont importants. D'en prendre conscience en tout cas, c'est sûr c'est une table d'échange, puis ça va faire sortir des choses, donc j'espère que chez vous ça a réveillé certaines choses, ou peut-être vous faire prendre conscience que la dépendance, c'est pas... Il y a des êtres humains derrière cette dépendance-là, et pas les juger juste en disant oui, mais lui c'est un toxicomane aussi ou ça. C'est parce qu'il a vécu des obstacles dans sa vie, des choses difficiles, et que il a peut-être pas trouvé les bons outils pour pouvoir passer au travers. Donc les jugez pas, mais dites-leur qu'il y a des aides, il y a des organismes pour ça, et qu'il y a des super intervenants qui sont là sur place, qui donnent leur 200% pour essayer de les aider. Merci de votre écoute. Je vous donne rendez-vous pour notre prochaine émission de Tour de table. Merci et bonne soirée.